Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce mercredi 30 mars, les obsèques de Jean Royer ce matin, d'abord en mairie de Tours pour un hommage civil, puis à la cathédrale Saint-Gatien pour une messe en présence du cardinal Honoré, personnalité que l'ancien maire de Tours avait largement côtoyé. 1500 personnes ont assisté à la cérémonie de cet homme qui, on le verra, marque Tours encore aujourd'hui de son empreinte. L'autre actualité principale du jour, c'est la victoire de Marisol Touraine dans le cadre de la consultation des militants socialistes hier. Ils étaient appelés à désigner la prochaine présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire. La sortante Claude Roiron n'a recueilli que 40% des suffrages, mais aujourd'hui, elle dénonce une OPA sur sa victoire de dimanche. Deux chantiers archéologiques ouverts au public à Contres dans le Loir-et-Cher, l'un datant de l'âge de bronze, l'autre de la période gauloise. Ils ont été découverts à l'occasion de la construction d'une déviation. Les obsèques de l'ancien maire de Tours, Jean Royer, ont donc eu lieu ce matin en la cathédrale Saint-Gatien. 1500 personnes présentes, parmi lesquelles des anonymes, mais surtout des personnalités locales. Et le cardinal Honoré, une relation proche de Jean Royer. Auparavant, un hommage civil avait été rendu à la mairie de Tours. Christelle Monteagudo et Sébastien Manger. Dans quelques instants, Jean Royer va quitter pour toujours cet hôtel de ville qu'il aimait tant. L'émotion de Jean Germain est visible. Devant plus de 200 Tourangeaux, il salue la mémoire de celui qui l'a précédé 36 années durant à la mairie de Tours. Un homme hors du commun, libre des partis politiques, une inépuisable source d'inspiration. Évidemment, il y avait d'abord cet hommage civil, un républicain, auquel sont venus beaucoup de personnes pour rendre hommage à l'action politique au sens noble du thème de Jean Royer. C'est quelqu'un qui est vivant dans nos cœurs et qui transmet beaucoup d'énergie. Et je crois que c'est le message au fond qu'il a incarné toute sa vie, c'est-à-dire un homme de caractère et un homme qui considère qu'il n'y a jamais de limite, qu'il faut toujours essayer d'aller plus loin. 1300 Tourangeaux ont ensuite assisté aux obsèques en la cathédrale Saint-Gatien. Célébré par 9 prêtres, le cardinal Honoré a tenu à prononcer l'oraison funèbre, accentuant les principes de liberté, de conscience et de rectitude qui animaient Jean Royer. C'est parce qu'il était juste qu'il était libre, cet homme qui a donné sa confiance à l'homme du 18 juin. Les mandats qu'il a exercés ne venaient-ils pas en même temps de son ascendant personnel et de la confiance de ses électeurs? Et en définitive, c'est la leçon majeure qu'il nous laisse. Ce gaulliste de la première heure a finalement, le temps d'une matinée, allié les consciences de droite et de gauche, parlementaires, élus municipaux, conseillers généraux et régionaux, mais aussi sa famille, enfants et petits-enfants, dans une dignité qu'il n'aurait pas reniée, et les Tourangeaux. C'est plein d'émotions, mais c'est aussi plein de bonheur parce que de voir cette foule de gens très divers qui incarnent tous le peuple, la diversité du peuple tourangeau, être là et avoir du chagrin, je crois que je ne suis pas le seul orphelin, voilà. Personnellement, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui, au-delà des figures convenues de bâtisseurs ou autres. Je retiens un homme d'exception. Je n'oublie pas qu'il a été instituteur dans des communes de ma circonscription. Et c'est pour moi un grand deuil, une perte. À la fin de la cérémonie, le cortège est parti en direction du cimetière La Salle, où le corps de Jean Royer reposera. Maire bâtisseur pour certains, père la pudeur pour d'autres, celui qui a voulu tant faire pour sa ville, peut-être jusqu'à la déraison durant les dernières années de son mandat, restera à jamais Monsieur le maire. Alors si de nombreuses personnalités locales étaient présentes, il n'y avait aucune représentation nationale, pas non plus de représentation gouvernementale. Absence qui n'a pas manqué d'être soulignée. Une réaction, celle de Michel Montauban, ancien premier adjoint de Jean Royer, de 89 à 95. On l'écoute.
Je le dis très franchement, je suis extrêmement déçu. Et je ne suis pas le seul, qu'il n'y ait pas de représentant donc, du gouvernement, compte tenu de la place que Jean Royer a occupée, comme ministre des PTT, comme ministre du Commerce, comme quelqu'un qui a toujours été présent à l'Assemblée nationale. Quand on voit l'absence sur les rangs aujourd'hui, l'honneur de la nation devait se faire à ce niveau-là. Mais enfin, on est très consolés par tous nos amis, de gauche, de droite, de toute sensibilité qui sont venus. Alors Jean Royer est parti, mais son empreinte sur la ville de Tours restera bien présente. Le Tour d'aujourd'hui, c'est lui qui l'a imaginé en partie, de l'endiguement du Cher au quartier de Tours-Nord, en passant par les tours du Cher et la réfection du Vieux Tours. Pendant 36 ans, c'était lui le décideur. Certains ont critiqué la bétonisation de la ville, mais son action n'en reste pas moins exceptionnelle, tout simplement par sa singularité. Anaïs Michaud et Sébastien Germain. En 6 mandats, Jean Royer a eu le temps de se poser en bâtisseur de l'actuelle ville de Tours, et pour cause. Lorsqu'il devient maire en 1959, la ville manque cruellement de logements. Il se fixe donc pour mission d'en construire un grand nombre, mais pas n'importe comment. Quantitativement, il a énormément construit. Il fallait des terrains, parce que la ville manquait de terrain. Il a donc annexé, en 1964, la commune de Sainte-Radegonde et de Saint-Symphorien, ce qui a doublé, vous entendez bien, doublé la superficie de la ville, ce qui a permis de construire. Au point de vue qualitatif, Jean Royer a toujours voulu qu'il y ait une mixité sociale. C'est-à-dire que les gens âgés, les jeunes, les étudiants, les ouvriers soient mêlés. Faisant de la mixité sociale sa priorité, il décide également d'aménager la vallée du Cher pour créer un quartier au sud de la ville appelé les Rives du Cher, et un second de l'autre côté du fleuve, les Fontaines. Un projet ambitieux. Le chantier s'inscrivait un petit peu dans ce qu'on faisait dans les 30 glorieuses, si vous voulez, des grandes zones d'habitation. Les gens quittaient les campagnes et il y avait de plus en plus de gens qui venaient s'agglomérer dans les villes. Les villes étaient en expansion, l'inflation était assez élevée, ce qui veut dire qu'on a tout intérêt à faire des emprunts dans ce sens-là. Et donc les emprunts permettaient de faire des opérations qui lançaient d'autres opérations. Et c'était une chose qui s'emballait un petit peu, mais qui avait son pareil dans d'autres agglomérations, mais pas avec la même importance. Outre ces aménagements, il fera restaurer le Vieux Tours. Il portera également le projet innovant du Vinci jusqu'à son terme. Par ailleurs, en homme de principe, il s'opposera à la création d'un campus à l'extérieur de la ville, préférant que les jeunes s'y intègrent pour éviter les dérives. Le bâtisseur a ainsi légué un héritage urbanistique important qu'il faut s'attacher à préserver. Conserver cette université en ville et multisite, être en capacité à continuer à valoriser le patrimoine, qu'il soit naturel et bâti de la ville, et puis s'attacher à la mixité, c'est-à-dire que les familles aux revenus modestes puissent avoir le droit à la ville, y compris à la ville-centre. Rappelons que Jean Royer, qui avait choisi de faire reconstruire le pont Wilson à l'identique, savait imposer ses idées. Ainsi, en reprenant le projet du Sanitas, il avait réussi à le faire accepter par l'équipe municipale qui y était alors opposée, en conviant la presse au conseil. L'autre actualité de cette journée, c'est bien sûr la fin de la présidence de Claude Roireau au Conseil général d'Indre-et-Loire. Elle sera remplacée demain par la députée Marisol Touraine. Tels en ont décidé les militants socialistes qui étaient appelés hier soir à exprimer leurs préférences. Un score sans appel, 60% pour Marisol Touraine. Un vote qui marquera peut-être la fin de la guerre interne au Parti socialiste. Sabrina Meloult. Apaiser, rassembler tous les élus de gauche, voilà l'objectif de Marisol Touraine, élue par les militants socialistes. Si beaucoup critiquaient l'autorité de la gouvernance de Claude Roireau, Marisol Touraine, elle, se dit prête à déléguer des responsabilités. Donc évidemment, je vais avoir une équipe de vice-présidents qui pourra jouer pleinement son rôle. Demain, nous allons annoncer la composition de l'équipe de l'exécutif, sans préciser à ce stade les responsabilités précises des uns ou des autres. La conseillère générale de Montbazon sait déjà les sujets sur lesquels elle souhaite travailler en concertation avec tous les partis politiques, selon elle, présents au Conseil général. L'accompagnement des personnes âgées, mais aussi donner un rôle plus visible au département en matière de développement économique, un point sur lequel Jean-Patrick Gilles la rejoint entièrement.
Mais Claude Roiron pourrait-elle faire partie de cette nouvelle équipe? Je suis tout à fait disposée à ce que Claude Roiron participe au travail collectif que nous allons mener ensemble. Jean-Patrick Gilles, qui a œuvré pour la victoire de Marisol Touraine, se rappelle qu'il y a 3 ans, la députée du Lochois souhaitait déjà être candidate face à Claude Roiron. Une idée dont il l'avait à l'époque dissuadée. Mais aujourd'hui, le premier secrétaire fédéral socialiste dresse un bilan clair des années de Claude Roiron à la tête du Conseil général. Parce que Claude n'a pas mesuré que le Conseil général, qu'elle n'était pas présidente du département, élue directement par les Tourangeaux, mais que c'était à la fois aussi une assemblée et que le rôle du responsable de l'exécutif est évidemment de fixer des orientations, mais aussi de déléguer à des vice-présidents. La gauche tourangelle aurait-elle trouvé en la personne de Marisol Touraine un trait d'union entre les dissidents? Il semble en tout cas qu'elle ait tout intérêt à jouer la carte du rassemblement à l'approche de nouvelles échéances. Et Claude Roiron, qui avait accepté dans un premier temps de s'exprimer, a finalement refusé toute parole publique. Elle est très peinée vraisemblablement et ne devrait pas assister à la séance publique demain. Un journaliste de la Nouvelle République a néanmoins réussi à la rencontrer. Elle parle de hold-up, d'OPA sur sa victoire de dimanche dernier. Une déclaration à voir dans votre ENR de demain. Alors que les services du Conseil général du Loir-et-Cher entamaient les sondages en vue de la réalisation du 3e tronçon de la déviation de Contres, ils ont fait une heureuse découverte. 2 sites historiques datant de l'âge du bronze pour le premier, de la période gauloise pour le deuxième. Les recherches s'achèvent bientôt. Les 2 sites archéologiques sont actuellement ouverts au public. Anaïs Laurent et Marion Rabot. La ville de Contres semble cacher bien des trésors. Depuis quelques mois, la terre révèle peu à peu ses secrets. Pourtant, en regardant ces hectares de terrain, difficile de s'imaginer au XVe siècle avant notre ère. Et pourtant, les chercheurs sont formels. Des hommes de l'âge de pierre ont bien vécu ici. On a par ailleurs beaucoup de mobilier pour dater le site et des charbons de bois également qui vont nous permettre de restituer le paysage de l'époque. Ce qui va permettre entre les 2 sites de voir quelle est l'évolution du paysage au cours du temps. Quelques centaines de mètres seulement séparent les 2 sites et c'est pourtant un réel bond dans l'histoire que l'on effectue. Ici, ce sont des traces de vie gauloise et romaine qui ont été trouvées, un tout autre décor. Les vestiges romains sont juste à nos pieds, donc sont juste ici. Donc la mare, vous l'apercevez ici, c'est là où il y a toute cette étendue d'eau. Donc on a redécapé avec des moyens mécaniques. Et ensuite, un petit peu plus par là, donc vous avez ce muret et dans son prolongement, tout au bout, vous avez ce puits maçonné, donc avec des pierres qui ne sont pas équarries, qui ne sont pas taillées, mais par contre qui ont été disposées de manière vraiment précise pour faire une margelle, ce qu'on appelle une margelle, donc qu'on puisse accéder vraiment à l'eau sans danger. La déviation de Contres a donc permis de mettre en évidence de belles surprises. Mais les chercheurs soupçonnent l'existence d'un dernier site archéologique à Contres et espèrent bien un jour faire de nouveau parler les indices. Tous ces faisceaux conduisent vers cette interprétation. Donc le jour où on sortira le centre du pouvoir, je pense que ça risque d'être exceptionnel. La fin des fouilles devrait s'achever d'ici quelques jours. Les 2 sites laisseront alors la place au 3e tronçon de la déviation. Les vestiges trouvés seront étudiés minutieusement avant d'être, pourquoi pas, exposés dans un musée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, notre invité Dominique Lachaud, conseiller général de l'Indre-et-Loire et proche de Claude Roiron. A tout de suite.